Quelle est la meilleure voiture break au monde? Ou wagon si vous êtes américain? Je dirais que c'est l'Audi RS6, mais qu'est-ce qui la rendrait encore meilleure? S'ils étaient moins chers, bien sûr. Pour une RS6 de 2014 avec peu de kilométrage, vous devrez débourser plus de 40 000 livres sterling. J'ai toujours voulu avoir une Audi RS6 depuis l'époque où je faisais du BMX. Aussi, lorsque celle-ci est apparue aux enchères, j'ai su que je devais l'acheter. Et comme elle était accidentée, c'était l'occasion d'acquérir une RS6 pour pas trop cher. Et celle-ci était beaucoup moins chère. Elle était comme ça quand je l'ai achetée, pas quand j'ai percuté la poubelle. Mais il y a peut-être une raison pour que ce prix soit si bas. Mais nous devrons le découvrir plus tard dans la vidéo, lorsque nous commencerons à la démonter. Aujourd'hui, je suis littéralement excité à l'idée de posséder enfin une RS6. Et il faut bien l'avouer, je n'allais jamais en acheter une qui n'était pas endommagée. Et je pense que nous avons fait une affaire dans ce domaine. L'une des meilleures parties, regardez l'espace dont vous disposez à l'arrière du coffre. Qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air pas si mal. Oh, ok. C'est formidable d'avoir autant de place dans le coffre et 5 portes en plus. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mon chien va adorer cette voiture. Mais à en juger par les dommages que je peux voir ici et un petit peu plus loin, ici, ainsi que par les photos que j'ai vues lors de la vente aux enchères, il semble que la réparation soit assez simple. Et en tant que bricoleur, je pense que nous pourrions le faire assez rapidement. Et ceux qui ont des yeux de lynx auront remarqué que nous avons déjà commencé. Nous avons un pare-brise brisé, et notre seule théorie sur la raison pour laquelle ce pare-brise est brisé est que l'airbag passager ne s'est pas déclenché dans le tableau de bord, et que ça aurait pu être la tête de quelqu'un. Si vous n'avez pas de ceinture de sécurité, eh bien, vous allez généralement dans cette direction. Donc j'ai appelé les gars de Screensaver pour qu'ils viennent changer le pare-brise, avant même que nous ayons commencé la reconstruction. Vu que c'est leur travail, je ne sais absolument pas comment procéder. Et je n'ai pas du tout envie de le faire moi-même. Mais en moins d'une heure, un nouveau pare-brise était en place. D'accord, on en reste là. Et bien que cette voiture ait été accidentée et que les airbags aient explosé, elle démarrait toujours. Mais il y a un grand nombre de voyants d'avertissement, dont un pour le liquide de refroidissement, donc on ne peut pas l'avoir allumé pendant longtemps. Il est si facile de comprendre pourquoi la RS6 est si populaire. Elle a fière allure, elle a bien vieilli. Et elle est équipée d'un moteur de série V8 4 litres twin turbo de 552 chevaux. Cela fait maintenant 4 ans que nous reconstruisons des voitures, et je voulais relever le défi de reconstruire cette voiture en 24 heures. Mais bien sûr, avec de l'aide. Tu penses quoi de cette voiture? Ce serait mieux si c'était une BMW. Tu penses quoi de cette voiture? Super, je préfère les Audi aux BMW. Laissons les commentaires trancher cette question. Mais nous devons reconstruire cette chose rapidement, et pour une très bonne raison, que vous verrez plus loin dans la vidéo. Mais pour l'instant, il n'y a pas de temps à perdre. D'accord, je pense que nous allons commencer par déterminer où se situent les dommages. Et la réparation de cette aile pourrait s'avérer un peu plus coûteuse si la suspension était endommagée. Ce qui ne semble pas être le cas, mais il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'enlever toutes les roues. Ouais, ce pneu est mort. Mettons-la en l'air, c'est parti. Avant de mettre la voiture en l'air, nous avons pensé qu'il était préférable d'enlever d'abord la porte du côté passager. De cette façon, nous pourrons retirer tous les boulons de l'aile sans que la porte ne nous gêne. C'est comme ça qu'on fait. Il y a 2 vis sans tête qui maintiennent la porte sur la carrosserie et un boulon sur la sangle de contrôle. Ouais! J'ai besoin du rétroviseur, faut pas l'endommager. Mais ensuite, nous avons constaté des dégâts auxquels on ne s'attendait pas. Oh! Ah, il y a en fait eu Vérifiez à nouveau. quelques dégâts. Nous n'avons pas le temps, et je vous expliquerai dans une minute pourquoi nous ne pouvons pas réparer cela maintenant. C'est une autre chose qu'on ne voit pas lorsqu'on achète des voitures accidentées, des dégâts inattendus. Je ne pense pas que cela affectera l'intégrité structurelle de la voiture, mais c'est juste pas très joli. Il s'agit donc d'un coup de pied dans la fourmilière avec des dégâts inattendus, mais cela devra attendre pour l'instant. Ensuite, nous allons retirer le capot. J'ai retiré les gicleurs de lave-glace et toutes les conduites de lave-glace. Puis il y a 2 boulons de chaque côté qui maintiennent le capot sur les charnières. Chris a ensuite expliqué comment nous allions reconstruire cette voiture en 24 heures. Essayez de ne rien casser, gardez le moral et n'offensez personne. Waouh, bien joué. Merci. Et je pense que Chris avait raison, nous devons rester positifs. Espérons qu'on ne trouvera pas d'autres dommages cachés.
C'est un peu bas de gamme, mais rien de folichon. Faut nettoyer un peu. En fait, elle a l'air en bon état. J'ai d'abord détesté ces pieds à coulisses, mais maintenant j'ai vu de quelle couleur ils sont verts, ils sont comme Talambeau. Alors, ce Mais j'aime pas cette partie. logo ici donne en fait un indice sur la personnalité de l'ancien propriétaire. Ce que je veux savoir, c'est si cette jambe de châssis est endommagée. Je ne pense pas que ce sera le cas, mais nous le saurons une fois que nous aurons mis en place toutes ces arches. On y jettera un œil et on retirera cette aile car elle est certainement endommagée. Nous passons maintenant à la doublure de l'arc et à l'aile. Ouais, ça se présente bien. Je pense réellement qu'on a fait une bonne affaire, pour une fois. Mon père se trouve à l'avant de la voiture, où il enlève tous les panneaux d'habillage. En préparation, il faut démonter le pare-choc avant, car là encore, il faudra remplacer l'arc de la calandre. Une fois le pare-choc enlevé, on a pu constater que la barre de collision, une partie du radiateur et une partie des radiateurs inférieurs devant la roue étaient endommagées, et la dernière chose à enlever était l'aile. Pendant que Chris démonte l'aile, j'ai remarqué que tout était détaché et ça... Oh, est-ce que c'est de série? Ah non. Non, il s'agit d'un filtre K&N. Il manque donc le capot du moteur. J'ai l'impression que ce véhicule est équipé d'un échappement de deuxième main. Et avec ce filtre à air, qui sait, il aurait pu également être tuné. Donc je pense qu'une fois l'aile enlevée, on pourra la mettre en l'air et jeter un coup d'œil à l'échappement, qui est nettement plus bruyant que la norme. Mais celui-là n'est définitivement pas de série. Chris a dû retirer la bouteille de lavage et a réussi à en mettre partout. Après cela, nous avons enfin pu accéder à tous les boulons qui maintiennent l'aile avant. Mais comme je l'ai dit, je pense que cette voiture aurait pu être tunée. De nombreuses modifications y ont été apportées. Eh bien, comme je l'imaginais, comme je m'en doutais, elle est équipée d'un échappement Miltech. Oh, et les convertisseurs catalytiques en acier, je peux les voir là-haut. C'est assez vieux pourtant. Ça va tout là-bas, et c'est assez droit en fait. Et ça se sépare en deux. Est-ce qu'il y a une soupape? Ah oui, sur le dessus ici. Ouais. Il y a donc des soupapes. Mais je pense que le son est assez bon pour... C'est quoi ça? Je pense pas que... Ouais, effectivement. L'airbag est complètement désactivé. Oh ouais, regarde. C'est pas bon. L'airbag s'est détaché. La RS6 est équipée de série d'une suspension pneumatique, et les airbags n'ont pas l'air d'être bien placés. Aucun d'entre eux n'est en place, n'est-ce pas? On verra s'ils sont bien placés lorsqu'on la baissera, à moins que... Attention où tu mets les mains. On ne pense pas que cela soit dû à l'accident. Nous pensons qu'il suffit de leur donner un petit coup de pouce, mais elle ne veut pas se remettre à leur place d'origine. Je pense qu'il est cassé. On verra bien lorsqu'on la descendra, où il se place. Il est peut-être en mode vérin. Ouais, c'est vrai, il est peut-être en mode vérin comme... En fait, allons trouver l'historique complet de cette voiture, car je l'ai vérifié avant de l'acheter. Et je vais également vous le montrer, parce que elle a un peu d'historique, et nous allons vous le montrer à l'écran maintenant. La marque que vous voyez ici, Mental, ou mieux connue sous le nom de Mental Monkey, appartient à Aaron Lambeau. Entre autres choses, il modifiait les voitures et les distribuait par l'intermédiaire de sa société de tirage au sort. J'ai trouvé sur YouTube cette vidéo de la remise de ma RS6 à l'un de ses heureux gagnants. On vous souhaite bonne chance. S'il vous plaît, bonne route. Soyez prudents et félicitations. Mais il ne semble pas que le gagnant ait accidenté la voiture. Cette vidéo a été publiée le 15 novembre 2021. Et lorsque je fais un check car vertical, je peux voir sur l'historique que le propriétaire a été modifié en novembre 2021. Mais plus tard, en février 2022, un nouveau changement de propriétaire est intervenu. Il est donc possible que le gagnant ait vendu la voiture et que le nouveau propriétaire l'ait accidentée. Et nous pouvons voir sur le rapport car vertical qu'elle a été classée dans la catégorie S, dommages structurels, que nous n'avons peut-être pas encore trouvé. Sur le reste du rapport, je peux voir que le kilométrage est conforme, et qu'elle n'a pas été enregistrée comme volée, et qu'il n'y a pas de financement en cours. De plus, si vous vérifiez une voiture accidentée qui a été vendue aux enchères sur un site de vente aux enchères d'automobiles accidentés, il est probable que, comme pour cette BMW, vous verrez les photos de la vente aux enchères, le moment où elle a été vendue. Plutôt mauvais. Donc si vous voulez vérifier votre voiture, celle d'un ami ou une voiture que vous êtes potentiellement sur le point d'acheter, cliquez sur le lien dans la description et utilisez le code MAT pour obtenir une réduction et dites-moi merci plus tard lorsque vous économiserez de l'argent sur votre prochaine voiture. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec cette suspension. Je pense qu'il faut faire sortir l'air de la suspension pour pouvoir la remettre en place et la fixer sur le bras, parce que ça ne me semble pas correct.
On dirait que ça essaye de sortir du bras, mais... je m'attendais vraiment pas à ça. Mais tout cela devra attendre, car nous devons porter notre attention sur l'avant de la voiture. Pour l'instant, nous déplaçons les plateaux inférieurs pour voir si le moteur est endommagé ou s'il y a des fuites, mais tout semble être en ordre. J'en reviens donc au radiateur et à l'arceau de sécurité à l'avant. Nous devons retirer cette barre d'arrêt. Wow! Et je peux maintenant accéder au radiateur. Voici le condensateur de la climatisation. Et derrière ça, il y a un refroidisseur pour autre chose et derrière, il y a un refroidisseur pour le moteur. Ce que nous essayons de faire, c'est enlever ceci sans enlever les tuyaux, de façon à ce que nous puissions l'écarter des autres tuyaux. Parce qu'il contient du gaz de climatisation à l'intérieur et si on enlève le gaz de climatisation, on devra payer pour qu'il soit remis en place. On essaye d'éviter cela et d'économiser de l'argent. Et aussi de gagner du temps. Et de protéger l'environnement. Et de protéger l'environnement. On doit le faire glisser, mais c'est un petit peu difficile. Ce serait plus facile de se débarrasser du gaz de climatisation, mais on n'est pas censé le laisser s'échapper dans l'environnement. On peut avoir une amende pour ça. Ouais, mais on pourrait le faire dans 1 minute. Heureusement, nous n'avons pas eu à le faire, car nous avons réussi à éloigner le condensateur de climatisation et les tuyaux de la voiture. Nous pouvons maintenant nous atteler à la dépose du radiateur complet et de tout le reste. On essaye de tout déconnecter, tout ce qui est connecté à ce panneau, afin qu'on puisse l'éloigner de la voiture. Les tuyaux de refroidissement, les tuyaux refroidis à l'eau, les câbles, tout ça. Et rapidement. Tout comme la M5, l'avant de cette voiture comporte de nombreux radiateurs et tuyaux. Il y a le radiateur qui contient le liquide de refroidissement du moteur. Et en fait, je pense qu'il pourrait y en avoir 2. Il y a également un radiateur pour le système de refroidissement de la charge. Et tout cela est compacté à l'avant de la voiture. Mais une fois tous ces tuyaux débranchés, nous avons pu voir l'avant du moteur pour voir s'il y avait des dégâts à cet endroit également. Mais voilà. Excellent travail. On l'a fait en équipe. C'est ainsi qu'on travaille le mieux, n'est-ce pas, Matt? Ouais. Matt fait le travail et tu te couvres de gloire. Allez, tire. Ouais. Il est déjà débranché. Non, il y a 2 prises et l'une d'elles n'est pas branchée. C'est étrange. Mais elle se branche sur rien. Tiens, déconnecte d'ici. Non. Oh, d'accord. J'allais déconnecter de là. C'est beaucoup plus facile de déconnecter un connecteur d'un autre, tu vois? Tu sais quoi, c'est pour ça que j'aime traîner avec toi, c'est que j'apprends toujours. Travail d'équipe. Wouh! Wow! Tu sais ce que ça me rappelle? Tu te souviens, genre en 2010, il y avait des télévisions qui sortaient du lit comme ça? D'accord. Je pense vraiment que nous avons fait ce qu'il fallait. Je pense que nous avons fait une très bonne affaire. Il n'y a pas eu de surprise cachée au fur et à mesure qu'on a démonté. Et évidemment, on a trouvé quelque chose dans la portière, dans le montant, mais c'est pas trop grave à mon avis. On a également constaté qu'il manquait les haut-parleurs sur les cartes de porte, donc il est possible qu'il y ait eu des haut-parleurs d'après-vente et qu'il les ait enlevés avant la vente aux enchères. Ça va donc nous retarder un petit peu parce qu'il s'agit quand même de 2 haut-parleurs. Mais à part ça, je pense qu'on est prêt à reconstruire cette voiture. L'Audi RS6 m'a donc coûté un total de 20 000 livres sterling. Il s'agit d'un modèle de 2014 avec 58 000 km au compteur. Mais je pense que si nous pouvons réparer cette voiture pour moins de 10 000 livres, on aura certainement fait une bonne affaire. Mais il y a un temps limite. Le SEMA. Il s'agit sans doute du plus grand salon automobile du monde, qui se tient à Las Vegas, à l'autre bout du monde de là où je me trouve. Mon objectif était de transformer la RS6 en voiture d'exposition et de l'expédier à travers le monde à temps pour le SEMA. Mais il y a un problème dans tout cela. Le SEMA a lieu en octobre, à la fin du mois d'octobre. Et cette voiture sera expédiée aux États-Unis le 5 septembre, dans 1 mois à partir de maintenant. Je dois donc non seulement reconstruire cette voiture aussi vite que possible, mais nous devons également la modifier et la transformer en une voiture d'exposition ultime. En tout cas, une voiture d'exposition que vous pouvez obtenir en 30 jours. Il n'y a donc littéralement pas de temps à perdre. Dans cette vidéo, nous devons au moins reconstruire cette chose. J'ai réussi à obtenir une partie avant complète pour 5 500 livres sterling. Cela comprend littéralement tout, les phares, les pare-chocs, les radiateurs et beaucoup d'autres choses dont je n'ai pas vraiment besoin. J'aurais probablement pu économiser un peu plus en achetant des choses individuellement, mais en raison du délai imparti, nous avons tout en un. Sans perdre de temps, nous avons donc repris la réparation de la voiture. Mon père a d'abord réparé quelques fils avant cassés à l'avant de la voiture. Ensuite, j'ai commencé à installer les nouveaux radiateurs qui se trouvent devant la roue avant gauche.
J'ai découvert par la suite que le carénage en plastique devait être enlevé parce qu'il allait gêner le Radpack que nous sommes sur le point d'installer maintenant. Et nous avons réussi à sauver l'ancien condensateur de climatisation. Il semble qu'il n'ait pas été endommagé. Avec le tout nouveau Radpack d'occasion en place, nous pouvons maintenant monter la barre de collision qui protège tout l'avant de la voiture. Il y a 2 boulons de chaque côté qui le maintiennent en place. J'ai remarqué qu'il y avait sur le côté quelques écrous arrivés qui avaient été arrachés du châssis de la voiture. Mais avec la pince arrivée et des écrous neufs, il a été possible de les remplacer assez facilement. Je suis presque sûr qu'ils sont utilisés pour maintenir le support qui maintient l'aile au châssis de la voiture. Et maintenant, Chris teste les nouveaux écrous arrivés. Et ça n'ira nulle part. T'as dit quoi? Les phares ne sont pas adaptés. Pourquoi ils sont pas adaptés? C'est des fiches différentes? Les fiches sont différentes. Oh non! Tout se passait bien jusque-là, jusqu'à ce que mon père décide de nous annoncer que les nouveaux phares de la partie avant que nous avions acheté n'allaient pas s'adapter. Les fiches étaient complètement différentes. La nouvelle face avant est celle d'une Audi R6 Facelift, et j'ai actuellement celle d'une Audi R6 Pré-Facelift. Mais je pensais qu'il suffirait de coder les phares pour qu'ils fonctionnent, et non que les fiches soient différentes. Tu vois, le nouveau modèle a l'air un peu plus... c'est comme s'il était enfumé à l'intérieur. Il a un air un peu plus diabolique. Il y a des diodes électroluminescentes, mais la fiche est différente. Je viens de trouver quelque chose sur un autre site YouTube. Tu as besoin de nouveaux modules pour alimenter l'avant parce qu'il doit s'agir de pièces d'origine Audi. Donc Audi vend peut-être quelque chose que tu dois convertir. Nous devions maintenant décider si cela valait la peine d'essayer de faire fonctionner les nouveaux modèles ou si nous devions revenir aux originaux et en acheter de nouveaux. Mais nous voulions d'abord vérifier s'ils s'inséraient effectivement dans le pare-choc. Tout ce qu'ils ont changé sur la facelift, c'est littéralement les phares. Et ils ont changé la calandre, ils ont changé ça. Il y a maintenant écrit Quattro. Ainsi, les phares de la version pré-facelift s'adaptent au pare-choc de la version facelift. Dans le pire des cas, j'ai trouvé un phare avant le lifting pour 395 livres sur eBay. Mais à quel point les phares du facelift ont-ils été améliorés? Ça a l'air un petit peu mieux, mais... L'amélioration en vaut-elle la peine? Ouais, c'est pas tellement mieux en fait. Je pense pas que la différence soit suffisamment importante pour qu'on s'en préoccupe. Non. Donc, c'est dommage. Donc 395 en moins. Nous avons donc perdu 395 livres. Mais nous pourrions éventuellement vendre les phares de la version facelift car ils étaient tous en bon état. Mais cela ne nous a pas empêché de commencer à monter les nouveaux panneaux de carrosserie. En commençant par l'aile avant. On va mettre les phares de la facelift juste pour l'apparence et les remplacer quand nous aurons les autres. Il est vraiment dommage que nous devions nous débarrasser des phares du facelift, car je pense qu'ils sont très jolis. Mais à moins que l'un d'entre vous ne sache comment les faire fonctionner, il semble que nous devions revenir aux phares du prix facelift. Mais 395 livres, c'est pas si mal. Ouais. L'étape suivante est le capot. Vous avez peut-être remarqué qu'il est d'une teinte noire légèrement différente, tout comme le reste de la face avant. Et je ne vais pas trop m'inquiéter des lacunes des panneaux pour l'instant, car vous verrez dans les prochains épisodes qu'il y a encore beaucoup à faire. Pendant ce temps, j'ai envoyé Matt, mon caméraman, remplacer le pneu endommagé. Nous sommes de retour à Wheelmania, et une fois de plus, ils sont là pour sauver la situation. On a commandé un pneu hier, et ils ont réussi à le livrer le lendemain. Il faut donc l'installer et le renvoyer à Matt pour que cette voiture puisse enfin rouler. Il est évident que nous n'allons pas garder ces roues. Le pneu avant gauche est très endommagé, mais pour nous permettre de rouler pour l'instant, Wheelmania est intervenu et a réussi à nous fournir un pneu de remplacement en une journée. Alors une fois de plus, merci à Wheelmania. Je suis sûr que nous reviendrons pour acheter des pneus de folie avant le salon SEMA. La roue est terminée. Il est temps de revenir avec Matt pour qu'on puisse terminer cette voiture et la remettre sur la route, en espérant que tout le reste se passera bien à partir de maintenant. Oh ouais! Allez, c'est parti! L'alliage n'est pas très beau, mais c'est une solution provisoire qui devrait nous permettre de rouler pendant un certain temps. Continue. C'est pas tout à fait un arrêt au stand de F1. Ok, le budget.
Voici donc la porte. Et je pense qu'un bon carrossier pourrait probablement la réparer. Mais l'avantage de reconstruire quelque chose comme une RS6, c'est qu'une grande partie des équipements de l'A6, des équipements diesel standards, devraient pouvoir s'y adapter. Donc, au lieu de faire réparer la porte, ce qui coûterait probablement 100 livres sterling, je viens d'acheter une nouvelle porte sur une A6 diesel pour 209 livres sterling. Ce qui me semble assez bien, à condition que ces deux portes soient identiques. Ouais, ok, d'accord. Peut-être qu'elles ne le sont pas. C'est la même chose, mais c'est différent. C'est comme si c'était que du caoutchouc. Alors que ça, c'est... Tout d'abord, avant d'enlever quoi que ce soit, on ne devrait pas l'installer et voir si elle se ferme et si tout a l'air bien. Ouais, bonne idée. Ouais, je pense que ouais. Et ensuite, on pourra décider. C'était un peu un pari, car les portes de la 6 diesel étaient beaucoup moins chères que celles de la RS6. Je veux dire... c'est assez bien. Mais il semble qu'elles s'adaptent exactement de la même manière, la seule différence étant la garniture chromée en bas et la garniture noire en haut de la porte. Ce qui veut dire qu'il va falloir l'enlever et le remplacer de l'ancienne porte sur la nouvelle. Ce qui est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pensait au départ. Des boulons, des boulons, des boulons. Il y avait tellement de petites choses qui retenaient ces garnitures. Nous avons dû défaire tous les boulons Torx sur le côté pour retirer la garniture. Cela nous a permis d'enlever le joint d'étanchéité autour de la porte, puis la porte a été complètement mise à nu. Nous avons dû faire la même chose à l'intérieur. À partir de là, Chris et moi nous sommes attelés à la tâche extrêmement délicate de remettre en place tous les nouveaux joints à l'extérieur de la porte ainsi qu'à l'intérieur. J'ai également dû changer les faisceaux de câbles pour qu'ils fonctionnent. Et voilà! L'une des portes, d'un noir légèrement différent à celui de la porte, et d'un noir légèrement différent de celui de l'aile. Mais tout est installé, le rétroviseur également, ainsi que toutes les cartes de porte. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce que nous avions prévu au départ, car il a fallu tout changer. La seule chose qui nous manque, c'est le haut-parleur. Juste ici, là, je vais donc devoir le commander. Et la dernière chose à faire à l'intérieur est l'airbag. Et l'airbag m'a coûté 295 livres sterling, ce qui est vraiment très cher. Mais il s'agit d'un airbag. Ouais. Ok, c'est bien installé? Ouais. Ouais. Pas mal. Regardez ça! Il n'est pas vraiment utile de mettre ceci en place parce que on n'a pas encore mis la bouteille de lavage en place. Parce qu'il faut qu'on aligne le cerceau. Mais il manquait quelque chose. Et c'est le capot du moteur. Et cette chose était étonnamment chère. Mais j'ai voulu l'équiper, car il semblait incomplet sans ça. 164 livres sterling et 98 centimes pour ça. 95 centimes, pardon. Faut faire appel à un professionnel pour effectuer ces travaux. Nous allons maintenant verser un peu de liquide de refroidissement pour voir s'il y a des fuites et pour faire monter la voiture en température. Nous pourrons alors entendre exactement le son de l'échappement. On va pouvoir la faire monter en température. Nous y voilà. C'est pas mal! Nous avons encore un bon nombre de voyants d'avertissement sur le tableau de bord. Je suppose que le voyant de l'airbag n'est allumé que parce que... Nous devons encore annuler les codes, si tout va bien. Le bruit... Ouais, elle a un son assez... bang! Je pense qu'elle a besoin d'un reset. J'ai l'impression qu'elle a besoin d'un reset, mais c'est juste... Comme... C'est pas assez... Mais bon, ça va, ça va. Il s'agit là d'un effort considérable qu'on a fait pendant 24 heures. Il est évident qu'on est encore loin du salon SEMA et de la construction d'un véhicule SEMA. On a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Mais le coût total en 24 heures, voiture comprise, s'élève à 26 564 livres sterling pour avoir ce résultat que vous voyez. Je me rends compte maintenant que j'ai oublié de retirer le pare-brise, qui coûtait 255 livres, ce qui porte le coût total de la construction à 26 789 livres sterling.
Mais en fait, je pense que c'est déjà pas mal. Nous avons maintenant une Audi R6 presque en état de marche. Et si cela ne vous a pas incité à reconstruire ou à acheter une voiture accidentée et à l'essayer, eh bien, je ne sais pas ce qui vous motivera à le faire. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais merci beaucoup de nous avoir suivis. Et si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et donnez-moi un like et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace out. J'ai confiance en toi. Boum! C'est pas vrai. My down, my down.